السلام عليكم. صحة رمضانكم. Tout d'abord, je remercie le médecin pour cette initiative qui va permettre aux étudiants en quatrième année médecine de la faculté de médecine d'Alger et qui sont censés passer leur stage pratique à l'hôpital d'El Qatar de bénéficier de certains thèmes que je vais assurer. Alors, ça va être 5 TD et une conférence par rapport au cours des fièvres vésiculo-pustuleuses. Donc, ces TD-là et ce cours font partie du programme de la quatrième année de médecine de la faculté d'Alger. Et je vous rappelle que je suis maître assistant, j'exerce au service C à l'hôpital spécialisé en maladies infectieuses, le HS Le Hadif Lissi, Aix-El Qatar, Alger. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir deux thèmes très intéressants. Chaque personne qui passe en infectiologie est toujours confrontée aux signes majeurs qui sont les plus rencontrés en maladies infectieuses. Certes, il va entendre à chaque fois qu'on insiste beaucoup sur la fièvre et que la fièvre est le maître symptôme dans beaucoup de maladies infectieuses et c'est un élément très important. Alors, comment aborder la fièvre en maladie infectieuse? Est-ce que la fièvre est purement d'origine infectieuse ou bien il y a d'autres maladies qui peuvent donner un état fébrile? Tout ça, on va essayer de le voir et quelle est la démarche diagnostique et quelles sont les urgences qu'on doit évoquer devant tout état fébrile. Donc, sans trop tarder, on va voir nos objectifs pédagogiques. Tout d'abord, on doit reconnaître c'est quoi les définitions de certains termes. Donc, tout d'abord, c'est quoi une fièvre aiguë? Devant une fièvre aiguë, qu'est-ce que je dois craindre? Je dois craindre des situations d'urgence que je dois connaître. Alors, on doit planifier la prise en charge de ces situations d'urgence en cas de fièvre aiguë. Après la fièvre aiguë, on va voir c'est quoi une fièvre persistante, c'est quoi une fièvre prolongée ou une fièvre au long cours. Et devant une fièvre au long cours, il faut qu'on connaisse les différentes courbes thermiques qui ont servi pour de longues périodes comme étant des références sémiologiques pour être orienté vers telle ou telle pathologie. Et enfin, on doit reconnaître la démarche diagnostique et les différentes étiologies d'une fièvre prolongée. La définition d'une fièvre, c'est quoi une fièvre? La fièvre étant une élévation de la température centrale qui dépasse 38 degrés Celsius le matin et qui dépasse les 38,3 degrés Celsius le soir. Pour la mettre en évidence, bien sûr, il faut prendre cette température. Alors, comment on prend la température? On a besoin d'un thermomètre. Pour cela, on a différents types de thermomètres. Il y a des thermomètres qui vous permettent de prendre la température centrale qui est l'idéal. C'est le thermomètre ordinaire à mercure ou bien le thermomètre électronique. Mais à ce moment-là, il faut le mettre au niveau rectal. Pour avoir une appréciation de la température centrale, il faut toujours aller vers la voie rectale. Sinon, on peut avoir des thermomètres électroniques tympaniques qui peuvent également évaluer la température centrale. Alors, quand on utilise un thermomètre ordinaire ou un thermomètre électronique que vous connaissez tous et qui sont disponibles un peu partout, et on prend soit la voie axillaire ou la voie buccale, il faut toujours rajouter au chiffre qui s'affiche 0,5 degrés Celsius parce qu'il y a une différence entre une température centrale et une température prise par voie plutôt axillaire ou buccale. Il y a également certaines situations où la température peut être faussement élevée ou faussement basse. Par exemple, une personne en postprandial, il risque de vous faire une hyperthermie qui peut être considérée comme une fièvre. Alors,
Il faut toujours prendre votre température après les prises alimentaires. Également, il faut éviter de prendre la température après un effort sportif. Donc, l'exercice sportif va générer de l'hyperthermie et ça va fausser votre prise de température et vous aurez une fausse fièvre. Donc, on doit toujours se reposer au moins 20 minutes avant de prendre la température. Également, il y a des situations où le patient est réellement fébrile, mais à cause d'un bain, il va prendre sa température juste après le bain et on aura une température qui est tout à fait normale, alors qu'elle est probablement faussement normale. Donc, après les douches, après les bains, il faut éviter également de prendre directement votre température et il faut attendre également un quart d'heure jusqu'à 20 minutes pour prendre votre température. On parle d'une fièvre aiguë quand l'évolution de cette fièvre date de moins de 5 jours. Et on parle d'une fièvre prolongée ou une fièvre long cours quand cette évolution date d'au moins 21 jours. Donc une fièvre prolongée, c'est une évolution de la température qui a dépassé les 3 semaines. Entre les deux, entre une fièvre aiguë et une fièvre prolongée, on peut parler de concept de fièvre persistante. Donc à chaque fois quand on a une température qui persiste au-delà d'une semaine, le clinicien doit s'inquiéter et il doit classer ça dans le cadre d'une fièvre persistante qui nécessite pratiquement la même démarche diagnostique qu'une fièvre prolongée. L'abord est totalement différent entre une fièvre aiguë et une fièvre prolongée et on va détailler ça tout à l'heure. Sur le plan physiopathe, la fièvre est due à un dérèglement du centre thermorégulateur qui se trouve au niveau de l'hypothalamus. Généralement, ce centre-là est stimulé par des produits pyrogènes. Ces produits pyrogènes sont soit endogènes, soit exogènes, mais généralement, les pyrogènes exogènes vont stimuler les pyrogènes endogènes qui vont aller directement vers le centre thermorégulateur au niveau de l'hypothalamus et inciter à l'élévation de la température centrale. Alors, ces produits pyrogènes exogènes sont souvent représentés par les bactéries, mais également les virus peuvent donner des produits pyrogènes donc liés à la paroi virale et liés à la dégradation de virus par les cellules immunitaires. Les parasites également peuvent donner également des produits pyrogènes exogènes. Ces produits pyrogènes exogènes vont stimuler les pyrogènes endogènes qui sont les interleukines, le TNF, l'interféron et les ligands. Ces produits-là qui sont produits par les cellules de l'immunité innée vont aller directement vers l'hypothalamus et ils vont dire qu'il y a un danger ou bien qu'il y a un intrus. Donc la fièvre n'est qu'un signe d'alarme et en même temps c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense sachant que la majorité des fièvres aiguës sont dues à des virus et que la majorité de ces virus-là sont détruits si la température centrale dépasse les 38,5. Donc parfois il ne faut pas lutter contre la fièvre quand on a une virose avérée. Plutôt, il faut respecter cette hyperthermie et vous aurez une guérison plus rapide de cette virose. Sinon, parfois, les gens ont une hyperthermie par modification entre la déperdition et la production de la chaleur et qui n'est pas considérée vraiment comme une fièvre. Je m'explique. Là, on a des gens qui vont faire du sport. Donc, il y aura un catabolisme accru. Il y aura de l'énergie qui va être produite. Malheureusement, leur peau, par exemple, ne peut pas transpirer convenablement. Et donc, cette chaleur va être retenue à l'intérieur et elle va être perçue comme étant une hyperthermie qui va être confirmée également par le thermomètre. De même que pour certaines maladies endocriniennes qui vont faire la même chose, c'est le cas de l'hyperthyroïdie. La fièvre
est là, mais c'est pas une fièvre qui est due au même mécanisme provoqué par les pyrogènes exogènes ou bien les pyrogènes endogènes. La fièvre, j'ai bien dit que c'est un signe d'alarme et ça fait partie des mécanismes de défense, mais parfois, elle peut être nocive par elle-même sur certains terrains. Par exemple, les sujets âgés qui tolèrent mal la fièvre, les nourrissons qui sont très fragiles à la température, ils risquent de convulser et ils risquent également d'être déshydratés à cause de cette fièvre. Pour la fièvre aiguë, on a dit que c'est les hyperthermies qui ont une évolution de moins de 5 jours. Elle représente 80% de toutes les fièvres. Devant une fièvre aiguë, on doit avoir un souci majeur, c'est éliminer des urgences. Donc avant de conclure que c'est une fièvre aiguë d'origine virale bénigne, il faut toujours éliminer certaines urgences qu'on va voir. Dans les fièvres aiguës, on sait tous que les causes infectieuses sont les plus fréquentes. Et parmi ces causes infectieuses, ce sont les maladies virales bénignes qui sont prédominantes. Il s'agit de motifs de consultation le plus fréquent en pédiatrie. Alors, j'ai une fièvre qui date depuis 3 jours. Le patient vient consulter et j'entame mon interrogatoire, mon examen clinique et j'essaye de me situer. Alors, en essayant de se situer, il faut toujours veiller à rechercher des urgences bien précises. Ces urgences-là sont dictées soit par l'existence de signes de gravité, soit par l'existence d'une piste épidémiologique bien précise, ou bien par rapport à des situations particulières, donc l'existence d'un terrain particulier. Pour les signes de gravité que tout médecin doit rechercher, on a tout d'abord le retentissement neurologique qui doit être apprécié par le score de Glasgow, donc allant de l'obnubilation jusqu'au coma. L'état hémodynamique, donc à la recherche d'un choc qui peut donc être attesté par une hypotension, mais malheureusement qui peut évoluer vers un choc septique mortel. Également, parmi les signes de gravité, c'est l'existence d'un purpura. Un purpura fébrile est toujours considéré comme étant d'origine méningo-coccique jusqu'à preuve du contraire. Et ça va nous emmener à mettre une antibiothérapie en urgence, même sans avoir eu la confirmation bactériologique. Donc, gardons en tête que un purpura fébrile égale méningococcémie jusqu'à preuve du contraire. Sinon, actuellement, on aura recours à des scores de tri et de gravité très utilisés en réanimation et qui sont le QIC-SOFA et le score SOFA qu'on va voir dans les états septiques tout à l'heure. Après ces signes de gravité qu'on doit rechercher, on doit également rechercher des urgences épidémiologiques. Donc la notion épidémiologique d'un voyage dans un pays tropical est toujours considérée comme un élément de gravité. Pourquoi? Parce qu'on doit évoquer une pathologie assez grave et qui menace un tiers de la population mondiale et qui sévit surtout dans les pays tropicaux, c'est le paludisme. Et on dit souvent que toute fièvre au retour d'un pays tropical est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas trouvé de palud. On doit évoquer également d'autres pathologies qui sont fréquentes dans les tropiques. Donc il y a beaucoup de maladies digestives telles que la fièvre typhoïde, telles que l'amébose tissulaire, c'est-à-dire l'amibiase hépatique, qui doivent être également évoquées et recherchées. De même que certaines maladies émergentes transmises par certains vecteurs et qui sont les arboviroses, donc telles que la dengue et la chikungunya. Enfin, une fièvre aiguë sur terrain est toujours considérée comme élément de gravité et c'est une urgence parce que le patient doit être hospitalisé et on doit rechercher il s'agit de quoi. Ces situations particulières sont tout d'abord
les nourrissons, les nourrissons, quand ils font une fièvre aiguë, il ne faut pas considérer que c'est bénin avant d'avoir hospitalisé, avant d'avoir fait un bilan d'urgence. Également, les enfants de bas âge, la femme enceinte, les sujets âgés, les personnes post-opérées, parce qu'une fièvre chez le post-opéré est toujours considérée comme étant une infection nosocomiale jusqu'à preuve du contraire. Les personnes splénectomisées parce qu'ils sont immunodéprimés et ils risquent de faire des tableaux septicémiques graves. Les immunodéprimés, quelle que soit l'immunodépression, un cancer sous chimiothérapie, une corticothérapie au long cours, une personne infectée par le VIH, et enfin une personne valvulopathe. Donc les, les vis valvulaires sont considérés comme étant un terrain de greffe de certaines bactéries et on vous le dit souvent et on vous le répète, tout souffle fébrile est considéré comme une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Ça n'empêche que, devant une fièvre aiguë, je dois toujours établir une stratégie diagnostique et thérapeutique. Même si on a éliminé les urgences qui sont citées, donc on doit examiner notre patient et on doit essayer d'avoir un diagnostic avant de conclure quoi que ce soit. Donc, souvent, on a deux cas de figure. Soit c'est un patient qui vient avec cette fièvre, mais qui a un contexte ou des symptômes d'orientation, ou bien un examen clinique contributif. Et le deuxième cas de figure, c'est si on a une fièvre dite nue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes et l'examen clinique n'est pas vraiment parlant. Dans la première situation où vous avez un contexte épidémiologique ou des symptômes d'orientation, ou bien si vous avez un examen clinique contributif, je peux cibler mes examens complémentaires pour être précis, pour aller chercher une infection d'organes bien précise. Et souvent, vous aurez un diagnostic posé et le traitement anti-infectieux, bien sûr, va être approprié à cette situation. On va citer des exemples. Par exemple, une personne qui vous dit qu'il est diabétique, il est mal équilibré et ça fait 3 jours qu'il se plaint d'une impériosité mictionnelle et parfois même des brûlures mictionnelles. Et ce jour, il a de la fièvre avec des frissons. Donc pratiquement, on est sûr que à cause de diabète mal équilibré, les urines vont être remplies de sucre et il y aura des urines qui sont alcalins et ça va permettre aux Escherichia coli de se multiplier au niveau de ce réservoir urinaire. Et du coup, il y aura une symptomatologie tout d'abord vésicale, donc à type de dysurie ou bien de pollakiurie ou bien de brûlure mictionnelle. Et par la suite, vu qu'un traitement n'a pas été donné, le germe va monter vers le haut pour toucher le parenchyme rénal et ça va vous donner une pyélonéphrite. Donc on est sûr pratiquement qu'il s'agit d'une infection urinaire chez un sujet immunodéprimé qui est le diabétique. À ce moment-là, on va pratiquer des hémocultures. On va pratiquer un examen direct des urines ou bien un examen cytobactériologique des urines avec culture. On va pratiquer notre numération de formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose. On va pratiquer une CRP à la recherche d'une atteinte parenchymateuse rénale, donc la CRP va être positive. Et on va pratiquer bien sûr une échographie rénale pour voir est-ce qu'il y a une bonne différenciation au niveau du parenchyme rénal et à ce moment-là, le diagnostic va être posé selon les critères cliniques, les critères biologiques et les critères radiologiques. Et on va traiter notre patient par une double antibiothérapie à base, par exemple, de céphalosporine de 3e génération et d'un aminoside. Et là, on est sûr que le patient a été avait une infection urinaire haute et qui est pris en charge convenablement. Donc ça peut être la même chose si le patient vient avec une symptomatologie neurologique, céphalée, vomissement facile-longé, fièvre, frisson, vous examinez, il y a une raideur de la nuque, donc vous êtes pratiquement sûr qu'il s'agit d'une infection neuroméningée.
Alors à ce moment-là, vous allez pratiquer votre FNS, vous allez pratiquer également CRP, bilan rénal, bilan hépatique et surtout, vous allez faire votre ponction lombaire. En tout cas, tout ça, on va le voir dans le TD des syndromes méningés et encéphaliques. Et là, si votre SCR confirme cette atteinte méningée, donc vous êtes devant une méningite qui doit être prise en charge dans le service. Donc, à chaque fois, si vous avez des signes d'orientation, il faut toujours s'accrocher dans ces signes d'orientation pour pouvoir poser un diagnostic si vous êtes devant une fièvre aiguë. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous avez une fièvre nue et que votre examen clinique n'est pas contributif, alors là, il faut toujours se référer à l'état général du patient. Souvent, on demande des examens dits de première intention, qui sont la numération formule sanguine, à la recherche soit d'une hyperleucocytose orientant vers une maladie virale, plutôt bactérienne, une leucopénie orientant vers une maladie virale, une thrombopénie qui peut orienter vers soit une virose, soit une maladie septicémique ABGN, soit vers un paludisme. Une CRP, si elle est positive, ça oriente vers une maladie bactérienne, si elle est négative, c'est plutôt viral. Un bilan rénal, un bilan hépatique, un ionogramme sanguin, un ballon d'hémoculture, un examen cytobactériologique des urines, une radiographie pulmonaire et une goutte épaisse avec frottis sanguin s'il y a un contexte épidémiologique de voyage dans une zone où le paludisme sévit. Ça, c'est les examens de première intention à demander systématiquement. Sinon, si le patient a un état général conservé, vous pouvez le réexaminer 2 jours après pour voir est-ce qu'il n'y a pas des signes d'orientation qui apparaissent ou carrément est-ce que la fièvre a disparu et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il s'agissait d'un problème viral banal. Ou bien, si l'état général vous paraisse altéré ou moyen, à ce moment-là, il faut hospitaliser votre patient. Donc, grosso modo, on a terminé avec la fièvre aiguë, quelles sont les urgences à rechercher et quelle est la démarche globale de diagnostic. Les questions se reposent à chaque fois et les gens sont toujours confus par rapport à certaines questions quand ils sont confrontés à un patient fiévreux. Alors, on pose la question à chaque fois, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on a une fièvre aiguë? Alors, on doit s'inquiéter si on a les différentes urgences qu'on a citées tout à l'heure. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des signes de gravité, donc que ce soit neurologique, que ce soit cutané, que ce soit hémodynamique, ou carrément on doit appliquer le QX-SOFA ou bien le score SOFA qui sont des scores de tri et de gravité qu'on va voir dans le syndrome septicémique. On doit également s'inquiéter quand on a une notion épidémiologique d'un voyage dans un pays impaludé. Et on doit s'inquiéter également si on a un terrain particulier, donc les âges extrêmes, les sujets immunodéprimés, les valvulopathes, donc toute personne, tous les terrains qu'on a cités tout à l'heure. Donc, en dehors de ça, j'examine, je cherche des signes d'orientation qui peuvent orienter vers une infection d'organes, une infection urinaire, une infection pulmonaire, une infection neuroméningée. Et sinon, si j'ai une fièvre nue, je dois pratiquer des examens d'orientation qui sont des examens de première intention et je vais réévaluer mon patient en fonction de mon examen clinique, des contrôles et peut-être même en hospitalisant le patient, on verra plus clair. Quelles sont les limites entre une fièvre aiguë d'origine virale et les fièvres aiguës qui ne sont pas d'origine virale? Alors, ces limites sont rattachées plutôt à tout un contexte. Tout d'abord, on commence par l'épidémiologie. Devant une maladie bactérienne, il y a peu de notions épidémiologiques particulières, surtout si on a une fièvre aiguë. Mis à part certains
maladies contagieuses bactériennes telles que le méningocoque, le reste, on va dire que ce sont plutôt les maladies virales qui ont une transmission assez active dans la population. Donc, si vous avez une notion de cas similaires dans l'entourage, c'est plutôt les maladies virales qu'il faut évoquer. Sur le plan clinique, dans les maladies virales, généralement, l'état général reste conservé. Le patient se plaint, il a beaucoup de signes fonctionnels et l'examen clinique est souvent pauvre. Et ça, c'est particulier en maladie virale. Vous aurez plus de signes fonctionnels que de signes physiques. Par contre, dans les maladies bactériennes, on aura plutôt peu de signes fonctionnels, mais vous aurez un examen clinique concluant généralement, un examen clinique qui peut vous dire qu'il y a une infection d'organes. Je cite l'exemple par exemple d'une grippe et d'une pneumonie bactérienne. Dans la grippe, vous avez les myalgies, vous avez les céphalées, les arthralgies, un nez qui coule, des yeux qui sont larmoiements, un changement de la voix, une toux sèche pénible. Tout ça, vous l'aurez. Et le patient vous dit, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je mange mal, il est trop plaintif. Par contre, dans une pneumonie bactérienne, le patient est bien jusqu'à une apparition horaire de fièvre, de frisson et des douleurs transfixantes en le point de côté basal, par exemple. Et quand vous allez examiner le patient, vous n'allez pas trouver un larmoiement, vous n'allez pas trouver un nez qui coule, il n'y a pas de myalgie, il n'y a pas d'arthralgie. Vous mettez votre stéthoscope, vous allez trouver des signes auscultatoires en faveur d'une infection parenchymateuse pulmonaire. Ça, c'est sur le plan clinique. Sur le plan biologique, on va se référer généralement à la numération formule sanguine. Donc, dans les maladies virales, souvent, c'est une normoleucocytose ou bien, au contraire, une leucopénie et parfois une thrombopénie. Par contre, dans les maladies bactériennes, c'est surtout l'hyperleucocytose qu'on va rencontrer associée parfois à une thrombopénie. Et la CRP fera souvent, dans les fièvres aiguës, la différence entre une maladie bactérienne et une maladie virale. Donc la CRP dans les fièvres aiguës, en cas de maladie virale, est souvent négative. Par contre, dans les maladies bactériennes, elle dépasse souvent les 48 mg par litre. Donc c'est un élément qui peut trancher entre les deux, l'origine virale et l'origine bactérienne. La troisième question qui se pose à chaque fois, est-ce qu'il faut traiter la fièvre symptôme? Tout à l'heure, on a dit que la fièvre est un signe d'alarme et c'est un mécanisme de défense. On ne doit pas traiter la fièvre symptôme sauf si elle est vraiment nuisible. C'est-à-dire si elle donne des manifestations et qu'elle devient grave sur certains terrains. Chez le nourrisson, par exemple, si le nourrisson fait des convulsions à cause de cette fièvre, alors à ce moment-là, il faut lutter contre cette fièvre. Chez le sujet âgé qui font des tableaux psychiatriques à cause d'une hyperthermie qui dépasse les 39 degrés. Chez la femme enceinte qui risque également de faire un avortement à cause d'une hyperthermie importante. Et également chez les personnes épileptiques qui sont sous traitement antiépileptique, qui risquent également de vous faire des convulsions à cause de seuil épileptogène qui devient bas en cas d'hyperthermie. Donc à ce moment-là, il faut soit lutter contre la fièvre, symptôme, ou bien carrément augmenter les doses des antiépileptiques. Alors si je dois traiter, par quoi? Alors on conseille toujours de commencer par bien hydrater. La fièvre peut provoquer une déshydratation, surtout chez les sujets, donc les âges extrêmes, donc les nourrissons ou bien les sujets âgés. Et ça va entretenir également, cette déshydratation va entretenir l'hyperthermie.
Ensuite, on doit appliquer ce qu'on appelle les moyens physiques. Alors, pour les moyens physiques, il ne faut pas se doucher, donc il ne faut pas avoir un écart de température très important. Quelqu'un qui est brûlant, il a 40 de température, vous allez le mettre dans un bain avec un écart de température très important, à 25 degrés par exemple. Là, il va vous faire une hydrocution et à ce moment-là, ça risque de provoquer des dégâts importants. Et également, mettre de la glace, c'est proscrit. Il ne faut pas mettre des poches de glace. Bien au contraire, on peut utiliser les moyens physiques tout en prenant un bain, mais avec un écart de, disons, 4 à 6 degrés par rapport à la température constatée. Si vous avez 39 degrés, vous utilisez de l'eau à 35 degrés, par exemple, ou bien à 34 degrés. Et vous prenez un bain. C'est valable même pour les enfants. Ou bien utiliser des serviettes mouillées, donc mouillées à l'eau de robinet, et vous allez les mettre sur les axes vasculaires, les grands axes vasculaires. Donc vous allez mettre une serviette mouillée sous le cou, donc autour du cou. Vous allez mettre deux serviettes mouillées dans les aisselles et entre les cuisses. Ce sont les axes vasculaires qui vont être donc ciblé et ça va vous donner une baisse significative de la température. Si la réhydratation, les moyens physiques ne donnent rien, on peut prescrire un traitement antipyrétique et on conseille à chaque fois d'utiliser la paracétamol. Donc la paracétamol à raison de 15 mg par kilo chaque 6 heures chez les nourrissons. Donc, c'est-à-dire 60 mg par kilo par jour en 4 prises. Et bien sûr, chez l'adulte, à peu près 1 gramme chaque 6 heures. Il ne faut pas donner des anti-inflammatoires, surtout si on évoque une maladie virale. Ça risque de provoquer des dégâts importants, surtout chez les nourrissons. Le syndrome de Rey mortel n'est pas rare. Et éviter de donner des antibiotiques à tort et à travers. On ne sait pas quelle est l'origine de cette fièvre. On a dit que la majorité des fièvres aiguës sont d'origine virale. Alors pourquoi traiter une maladie virale avec un traitement antibiotique? Je donne le temps à mon patient, je le surveille. Et si la fièvre persiste au-delà de 5 jours, je commence à m'inquiéter, je commence à programmer peut-être une hospitalisation et une recherche étiologique plus approfondie. Alors, est-ce que la fièvre peut avoir une origine non infectieuse? Oui, la fièvre peut avoir une origine non infectieuse, même dans le contexte d'une fièvre aiguë. Donc, ça peut être une maladie de système, une vascularite, ça peut être un accident thromboembolique, ça peut être un médicament mal toléré qui peut donner ça, ça peut être un ostroprogestatif, ça peut être beaucoup de choses, sachant que toute fièvre prolongée commence toujours par une fièvre aiguë, donc on a toujours les 5 premiers jours à bien évaluer notre patient. Parlons de la fièvre au long cours de la fièvre prolongée. Elle est définie comme étant une hyperthermie qui persiste au-delà de 21 jours. C'est une situation difficile parce qu'elle nous pose surtout un problème de diagnostic étiologique, surtout quand il s'agit d'une fièvre nue. Alors les fièvres nues sont toujours un casse-tête, sachant que dans les fièvres prolongées, on a plus de 200 diagnostics responsables de cette fièvre au long cours. Et 200 diagnostics, c'est pas quelque chose de facile et donc tout le monde évite, je le dis amèrement, tout le monde évite de prendre en charge quelqu'un qui présente une fièvre au long cours. Au cours de cette exploration à la recherche d'un diagnostic étiologique, certaines pathologies responsables de fièvre au long cours peuvent engager le pronostic vital. Mais grosso modo, les pathologies infectieuses sont souvent écartées quand la température, donc quand la fièvre persiste au-delà de 3 mois. Plus la fièvre se prolonge et moins les causes infectieuses sont en cause.
Une courbe thermique normale, une courbe de température normale, varie entre 36,5 et 37,5. On peut avoir des températures à 36,5 le matin, ça va passer par les 37 au cours de la journée, et le soir vous aurez 37,5, et ça va persister. Une courbe pareille est considérée comme une courbe de température tout à fait normale. Parfois, on peut tomber sur une fièvre qui n'est pas bien ressentie par le patient les premiers jours, mais dès qu'elle arrive à 38,5, 39, le patient va sentir qu'il est devenu fiévreux. Donc, il y aura une ascension d'1 degré Celsius du matin au soir. Ensuite, du soir au matin, vous aurez une chute de 0,5 degré. Le lendemain, une augmentation d'1 degré, chute d'un demi-degré, jusqu'à ce que le patient arrive au plateau. En arrivant au plateau, on va voir l'évolution de cette fièvre. Si la fièvre persiste sur quelques jours sur le même plateau, c'est-à-dire 39-40 degrés, on parle d'une fièvre en plateau, et la fièvre en plateau a été souvent rattachée à une fièvre, à une maladie infectieuse qui se transmet par l'eau, qui est la fièvre typhoïde. Mais ça ne veut pas dire que toute fièvre en plateau est une fièvre typhoïde. Donc, beaucoup de maladies inflammatoires, beaucoup de cancers peuvent donner également une fièvre en plateau. On peut avoir une courbe de température avec des écarts de température très importants du matin au soir. Donc, le patient, il est apéritique le matin et le soir, il fait des pics à 40. Mais le matin, il redevient apéritique. Et c'est tous les jours que vous aurez le même constat. Quand ça évolue d'une façon quotidienne de la même façon, des pics fébriles le soir et une apérexie le matin, ça signe souvent une infection qu'on appelle les infections canalaires, c'est-à-dire les infections des canaux biliaires ou bien des infections donc de tractus urinaire. Donc les infections urinaires et les infections biliodigestives peuvent donner ce type de fièvre, dite fièvre rémitante. Parfois, on tombe sur des courbes de température où le patient va vous faire un pic fébrile le soir. Le matin, il redevient apéritique. Il va rester 24 heures apéritique. Ensuite, il va faire un autre pic fébrile et les choses vont se répéter de la même façon. Fièvre le premier jour, le deuxième jour, le patient est apéritique et le troisième jour, il devient fébrile. On appelle ça les fièvres tierces qui ont été souvent décrites lors des accès palustres à Plasmodium vivax, à Plasmodium ovale et à Plasmodium falciparum. On peut avoir le même aspect, donc des pics fébriles le premier jour. Ensuite, vous aurez le deuxième et le troisième jour une apérexie et le quatrième jour un autre pic fébrile. Et les choses vont se répéter de la même façon. On parle là de fièvre quartz qui est rattachée souvent à des accès palustres à Plasmodium malariae. On passe à la fièvre ondulante. Donc, une fièvre ondulante est une fièvre qui augmente du matin au soir de 1 degré. Ensuite, une chute de 0,5 du soir au matin. Et le lendemain, ça va être la même chose jusqu'à arriver à un plateau de 40. Ce plateau va rester 2 ou 3 jours et ensuite la fièvre va chuter également en lysis jusqu'à avoir une apérexie de 2 à 3 jours et ensuite il y aura une reprise de la fièvre de la même façon, une augmentation d'1 degré du matin au soir et une chute de 0,5 degré du soir au matin. Et ça va nous dessiner une ondulation. Cette fièvre ondulante a été rattachée à chaque fois à une maladie donc fréquente, à une zoonose fréquentonagée qui est la brucellose. Donc c'est d'ailleurs on appelle la brucellose fièvre ondulante. Mais il faut savoir que c'est pas spécifique à la brucellose. Les lymphomes également peuvent donner donc une courbe de température qui ressemble à la fièvre ondulante. Parfois, chez certains patients, on peut tomber sur
une courbe de température qui n'a aucun rythme. Donc vous allez avoir des pics fébriles à 40 qui dépassent parfois même les 40, ensuite du chute à 38 et demi, ensuite d'autres accès fébrile, ensuite une chute vers 37, ensuite c'est 38, donc une fièvre qui n'a pas de rythme, une fièvre complètement folle. D'ailleurs, on l'appelle fièvre désarticulée, fièvre hectique ou bien fièvre folle, qui est rencontrée dans les suppurations profondes et également dans le Kala-Azar, donc la leishmaniose viscérale, mais dans beaucoup de lymphomes non-Hodgkiniens. Parfois, les patients vont vous présenter uniquement des températures à 37,5 le matin et 38 le soir. Et ça va persister pendant une longue période. Là, on parle de fébricules. Les fébricules sont rencontrés souvent chez des patients qui ont des terrains particuliers, surtout chez les valvulopathes. Donc, un valvulopathe doit à chaque fois prendre sa température pour essayer de dessiner une courbe pareille. Parce que si on trouve cette courbe chez quelqu'un qui a un souffle, on doit le considérer comme étant une endocardite subaiguë oslérienne, et c'est le cas, et ça a été confirmé sur plusieurs études. Sinon, il y a une autre maladie qu'on appelle la plus grande simulatrice et qui est la tuberculose et qui sévit en Algérie sur un mode endémique et qui peut donner juste un fébricule, il n'y a pas les vraies fièvres élevées. Juste une remarque, ces différentes courbes de température ne concernent pas souvent les fièvres aiguës, ce sont des courbes qui sont dessinées quand la fièvre commence à dépasser une semaine d'évolution et c'est vraiment les courbes de température qu'on rencontre en cas de fièvre prolongée. Alors on a dit qu'on a plus de 200 étiologies des fièvres prolongées. Donc ces étiologies sont réparties entre les causes infectieuses, les causes néoplasiques, les maladies inflammatoires et d'autres causes. Pour les causes infectieuses qui représentent 25 à 35% des cas, ça peut être des infections bactériennes, ça peut être des infections virales, comme ça peut être des infections parasitaires. Et en matière de fièvre long cours, si on évoque plusieurs étiologies en même temps, vous imaginez quel est le bilan que le malade va subir. Donc il y aura une exploration assez importante à réaliser, que ce soit un bilan sanguin, des bilans sérologiques, des bilans radiologiques et parfois même des biopsies. Donc c'est lourd comme exploration et c'est pas évident d'explorer d'une façon convenable, surtout avec le manque de moyens de nos hôpitaux. Commençons par les infections, donc les causes infectieuses avec les infections bactériennes. Donc les infections bactériennes, on doit toujours évoquer la tuberculose devant une fièvre au long cours. Également, on doit toujours évoquer l'endocardite infectieuse. Donc, ça veut dire qu'on doit réaliser un bilan de la tuberculose. On doit réaliser une exploration échocardiographique. Ça peut être également une salmonellose mineure ou une salmonellose majeure type fièvre typhoïde. Ça peut être une brucellose. Ça peut être une rickettsiose. Ça peut être une infection localisée. Et là, j'insiste sur les infections localisées parce que c'est pas rare de trouver un abcès profond, surtout en post-chirurgical, même si le patient a bien évolué au départ, mais par la suite, si l'état général s'altère, si la fièvre réapparaît, il faut toujours explorer à la recherche d'un abcès profond post-chirurgical. Également, un abcès dentaire, un simple abcès dentaire ou bien un abcès sinusien ou une sinusite peuvent être à l'origine d'une fièvre long cours et donc ne soyez pas surpris si on demande une panoramique dentaire chez quelqu'un qui fait une fièvre long cours ou une radiographie sinusienne ou carrément un scanner centré sur les sinus. Ça peut être une infection des os et des articulations, ça peut être une spondylodicite, ça peut être une infection sur prothèse ou matériel étranger et c'est pas rare, surtout qu'actuellement on va plutôt vers les implants et chirurgicaux et ça peut être une source d'infection nosocomiale.
comme ça peut être un anévrisme infecté. Pour les causes virales, devant une fièvre au long cours, il faut toujours évoquer le VIH. Il ne faut pas hésiter à demander la sérologie VIH et il faut bien expliquer au patient que c'est dans le cadre de l'exploration qu'on doit demander la sérologie VIH. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser. On n'est pas là à rechercher une piste épidémiologique, on est là à rechercher une étiologie à notre fièvre au long cours. Également, il faut demander la sérologie de cytomégalovirus, IgM, IgG. Il faut également demander la sérologie complète de l'Epstein-Barr virus. Il faut demander la sérologie de l'hépatite B et de l'hépatite C. Pour les infections parasitaires, on doit évoquer le paludisme s'il y a une notion de voyage dans une zone impaludée, même si ce voyage date de 6 mois. On doit évoquer également la leishmaniose viscérale, surtout en Algérie chez les enfants qui habitent la Kabylie et le nord constantinois, parce que c'est des zones qui sont très touchées. On doit évoquer la toxoplasmose, surtout lors de la primo-infection, et l'amibiase tissulaire, donc l'amibiase hépatique. Pour les causes néoplasiques, qui représentent 10 à 30% des cas, ça peut être une tumeur sodite, donc tumeur du rein, un cancer bronchique ou pulmonaire, un cancer colique et toutes les autres tumeurs. Pour toujours dans les causes néoplasiques, ça peut être également une hémopathie. Donc, pour les hémopathies, c'est surtout les lymphomes non-Hodgkiniens, la maladie d'Hodgkin, les leucémies aiguës, surtout à la phase pré-leucémique, et les syndromes myélodysplasiques. Pour les causes inflammatoires, qui représentent 15 à 25% des cas, ça peut être une artérite de Horton, donc une maladie de Horton, ça peut être une périarthrite noueuse, ça peut être un lupus systémique, ça peut être une cryoglobulinémie, une sarcoïdose, une maladie de Steele ou une maladie périodique. Également, il faut évoquer d'autres causes, telles que les maladies thromboemboliques. C'est important, donc il faut toujours bien examiner vos axes vasculaires à la recherche de signes qui orientent vers une maladie thromboembolique. Et les thromboses, ça ne donne pas au départ une fièvre, mais au bout de 48 heures, avec la dégradation de cailloux sanguins, les produits de dégradation de ce caillou peuvent être pyrogènes et faire augmenter la température. Les fièvres médicamenteuses sont devenues une cause très importante avec l'automédication et l'utilisation à tort et à travers de certaines herbes médicinales. Donc, ces fièvres médicamenteuses souvent disparaissent 48 heures après l'arrêt de médicaments incriminés. Dans le même sens, les fièvres des progestatifs, les femmes qui prennent de la pilule, donc même après quelques années de prise, ces médicaments-là peuvent être à l'origine de fièvres liées à ça. L'arrêt pendant au moins 48 heures de ce progestatif va rendre les choses à la norme. Pour l'hyperthyroïdie, qui est la maladie endocrinienne la plus responsable de fièvre prolongée, il ne faut jamais hésiter à demander un bilan thyroïdien quand vous avez une fièvre au long cours à explorer. Et enfin, on peut avoir juste une fièvre factice sur certains terrains, donc des gens qui ont des problèmes psychosomatiques et qui vont faire exprès d'avoir de la fièvre pour attirer l'attention et pour qu'ils soient bien entourés et bien pris en charge. Alors, entre fièvre aiguë et fièvre prolongée, on parle souvent d'une fièvre persistante. Alors, on vous dit souvent, si la fièvre évolue au-delà d'une semaine sans avoir l'apyrexie, on doit s'inquiéter et ça devient une indication à l'exploration et à l'hospitalisation. Une fois le patient est hospitalisé, on doit lancer tous les bilans nécessaires pour l'exploration d'une fièvre prolongée. Donc ça rejoint la même exploration d'une fièvre prolongée, c'est-à-dire que je dois demander des bilans à la recherche de maladies bactériennes, à la recherche de maladies virales, des maladies parasitaires. Je dois
demander des explorations radiologiques telles qu'un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'une tumeur solide. Je dois également faire un scanner cérébral à la recherche de sinusite, par exemple, et surtout pour écarter une contre-indication à l'APL, et je dois pratiquer ma ponction lombaire. Je dois également faire un frottis sanguin et faire même une biopsie de la moelle à la recherche d'une hémopathie. Je dois demander un bilan d'auto-immunité à la recherche de certaines maladies de système, telles que les facteurs antinucléaires pour le lupus. Et je dois également explorer les axes vasculaires à la recherche de certaines pathologies qui donnent des vascularites. Également, je dois demander une cryoglobulinémie, je dois demander un bilan thyroïdien, ainsi de suite. Donc, toutes les étiologies évoquées dans les fièvres au long cours vont être explorées de la même façon quand on a une fièvre qui dépasse à peine une semaine. Est-ce que je dois hospitaliser ou pas? Oui, l'hospitalisation s'impose à chaque fois quand on est devant une fièvre persistante ou une fièvre au long cours. Parce que l'aspect évolutif est très important. Certaines maladies peuvent tuer le patient. Donc, on va citer par exemple la tuberculose, l'endocardite infectieuse, on va citer le VIH avec le passage au stade C de la maladie, on va citer certaines hémopathies, des cancers. Tout ça, c'est des pathologies qui méritent une sanction thérapeutique spécifique. Est-ce que je traite quand je suis devant une fièvre au long cours? Bien sûr, je traite l'étiologie, parce que en traitant l'étiologie, la fièvre est le meilleur élément pour dire que mon traitement est efficace. Mais là, on parle, est-ce que on traite devant une fièvre nue? On n'a pas de piste. J'ai un malade qui est hospitalisé parce qu'il a une fièvre qui date de plus de 21 jours. Il est là. J'ai exploré. Pour le moment, l'exploration ne donne rien, ou bien ça prend du temps, parce que certains bilans nécessitent plus de temps. Par exemple, les bacilloscopies, on peut aller jusqu'à 72 jours après le prélèvement, de même que la recherche de BK dans les urines, dans le SCR, ça prend vraiment du temps. Donc une fièvre nue, on n'a pas de piste, l'examen clinique n'est pas du tout, n'oriente en rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, à ce moment-là, on doit se référer à l'état général du patient. Ça a été souvent pratiqué dans beaucoup de services de médecine interne sur Alger et également en infectiologie. Alors, on voit l'état général du patient. Si on voit que le patient se dégrade sur le plan état général, que la fièvre est toujours là, qu'il est en train de perdre du poids, qu'il ne devient plus autonome, donc à ce moment-là, on doit prendre une décision. Comme la tuberculose est la maladie la plus fréquente en Algérie, chaque année on recense entre 22 000 et 36 000 nouveaux cas de tuberculose en Algérie, on va tenter un traitement antituberculeux pendant 2 semaines. Et on va voir l'évolution. Généralement, le traitement antituberculeux donne des résultats vraiment spectaculaires dès la première semaine de traitement. Si on voit qu'au bout de 15 jours, le traitement donne, le patient reprend ses couleurs, il reprend l'appétit, le poids, à ce moment-là, on est sûr qu'on était devant une tuberculose maladie et que le traitement antituberculeux nous confirme qu'on avait une tuberculose cachée. Par contre, si au bout de 15 jours, le traitement antituberculeux ne donne rien, à ce moment-là, on peut switcher vers d'autres thérapeutiques. Entre autres, on peut tenter un traitement par une corticothérapie et en espérant que ce soit une maladie inflammatoire qui va bien répondre et même certains cancers qui répondent bien à la corticothérapie. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport aux fièvres. J'espère que vous allez poser beaucoup de questions. Voilà. Donc, ces questions, j'espère que les facilitateurs de médecins vont prendre note, parce qu'on ne va pas vous répondre par rapport à ces questions aujourd'hui. On ne peut pas, ça va être très long. On va organiser, Inch'Allah, une séance de révision le mercredi 20 mai.
Ça va être du live également où on va répondre à toutes vos questions. Également, je vais vous transmettre mon adresse mail. Si vous avez besoin de me poser des questions par rapport au module de maladies infectieuses, des questions qui concernent votre formation, on est là, on est ouvert à toutes les réponses, à toutes les questions plutôt, et on va répondre. Inch'Allah, ça va être bénéfique pour vous. On n'a pas aimé que vous soyez confinés. On n'a pas aimé qu'on soit réquisitionné tout le temps à l'hôpital. Mais malish, alhamdulillah, ala kulli hal. Donc, je vous quitte pendant à peu près 10 minutes et on revient au deuxième TD qui est les états septiques. À tout à l'heure.